Visiblement, j'ai mis le feu aux imaginations en évoquant la passion de Gustave pour l'énigme de Rennes-le-Château. J'en profite pour rappeler qui est Gustave, car les nouveaux arrivants sont nombreux ici. Gustave est ce bouquiniste retraité, actif, qui vend des livres d'occasion par Internet et qui a une minuscule boutique dans une ruelle de Campagnole. C'est aussi un ancien anarchiste d'origine italienne. Amateur d'ésotérisme, il a adoré la série de Dan Brown, le Da Vinci Code, etc. Et aussi le nom de la rose de Umberto Eco. Bref, toutes ces énigmes de l'histoire le passionnent absolument, d'où son attrait pour Rennes-le-Château qui se trouve à 2 heures de voiture d'ici et qu'il a souvent visité. Là encore, un mot pour ceux qui ignoreraient complètement l'histoire de Rennes-le-Château. À la fin du 19e, un curé de campagne de l'Aude, près de Carcassonne, âgé d'une trentaine d'années, reçoit un don pour réparer son église. Il soulève une dalle, il remplace l'autel et soudain il trouve quelque chose, un trésor déjà probablement, car il est pris d'une frénésie de dépenses. Et puis il y a un secret historique probablement aussi, car tout le monde s'intéresse beaucoup à lui. Je précise avant d'oublier que l'argent qu'on lui a donné au début à ce jeune prêtre pour réparer son église provenait de la veuve du comte de Chambord. Et je rappelle que le comte de Chambord aurait dû relever le trône de France après la chute de Napoléon III, mais que ça n'a pas marché pour des raisons que je ne vous explique pas. Cette veuve du comte de Chambord était liée par sa naissance à la cour d'Autriche, et déjà ça paraît quand même très bizarre qu'une femme de son rang ait voulu faire refaire l'église d'un petit village près de Carcassonne. Mais justement, elle avait sans doute des informations selon lesquelles cette église recelait des secrets qui intéressaient toute l'Europe. Tellement de secrets, à la limite de l'occultisme, que, et c'est là qu'intervient Gustave, jeune, 30 ans, à son tour, François Mitterrand a visité les lieux 10 jours avant d'être élu en 81, et Gustave, tout jeune, était là ce jour-là. Il fricotait avec les socialistes à cette époque, il était parmi la Smalade Mitterrand. Il en était assez proche pour affirmer et pour nous répéter que Mitterrand n'était pas allé à Rennes-le-Château par hasard. Il connaissait par cœur l'histoire du prêtre qui fait fortune. Et là, Léon a dit, avec son ton d'oracle, il ne s'agit pas seulement d'un prêtre qui trouve un trésor, sans quoi Mitterrand n'y serait pas allé. Il y avait avec nous Bernard et Suzanne. Vous savez, Bernard, l'ancien moine guérisseur rentier, et Suzanne, sa secrétaire, chauffeur, servante, qui cherchait une maison dans le coin. Et Bernard nous a promis de nous raconter un truc incroyable en rapport avec ce que nous disions. Léon a approuvé de la tête, car ils en avaient parlé la veille, mais nous avons dû attendre pour ce point d'orgue la fin de cette conversation. Vous allez voir, c'est un feuilleton. L'abonné au Monde s'est d'abord mis à défendre son Mitterrand et à hausser les épaules sur le ton. Mais mon pauvre ami, évidemment, il repoussait de toutes ses forces la légende d'un Mitterrand occultiste. Il a dit que sa fascination pour les pyramides d'Égypte, du Louvre, etc. n'avait pas plus de sens que ça, et que sa visite à Rennes-le-Château, juste avant d'être élu, n'était que de la curiosité sans doute fortuite. Alors Gustave a répété « non, pas fortuite, il a voulu y aller ». Et, à mon avis, a enchaîné Léon pour une raison précise. Il venait interroger la pitié ou le diable sur son sort en politique, ou plutôt faire un pacte, montrer une allégeance secrète pour être élu la semaine suivante. Une allégeance à quoi? À la CIA, a dit l'abonné au Monde. En tout cas, c'est moi qui ai fourni cette réponse parodique, au côté obscur de la force. Et là, Gustave a affirmé que c'était tout à fait ça, que j'avais tort de me moquer de la chose. Mitterrand venait faire à Rennes-le-Château son vieux kabbaliste qui a tout essayé pour arriver au pouvoir. Et là, c'était la dernière chance, vu son âge. Il s'est joué à ce moment-là des choses très importantes pour le destin de la France, des choses qui, si ça se trouve, aboutissent en ce moment même, et aboutissent à ce que disait Léon l'autre jour. Oui, parce que la semaine dernière, comme on s'en souvient, Léon avait dit plus ou moins que l'élection présidentielle de cette année préluderait à une tentation, il a précisé tentation et non pas tentative, de restauration de la royauté en France, une royauté symbolique évidemment, constitutionnelle, une royauté croupion. À quoi Léon a répondu « pas tant que ça. Si ça se passe comme je le devine, c'est surtout une restauration de l'intégrité de la nation, au sens large, de la nation d'Europe aussi, mais c'est aussi le début d'un accomplissement de prophétie ancienne avec un personnage central, mythique, qui revient tout le temps dans les textes, qui est le fameux grand monarque dont je parlais l'autre jour, qui est sorti du gouffre de Padirac de l'histoire de France. Et justement, a dit Gustave, l'une des entrées du gouffre, c'est à Rennes-le-Château.
Il a dit, c'est amusant, j'en ai déjà parlé hier avec Léon, il a remarqué lui aussi que les prétendants au trône, et ceux qui ne le sont pas, mais qui se disent descendants de Louis XIV, suivez mon regard, tous ceux qui parlent de ces questions, commencent à se prononcer en faveur du tandem Villiers-Zemmour, comme par hasard, la famille de Bourbon-Parme, qui vient d'Italie, les Bourbons d'Espagne. Ah non, j'ai dit, les Espagnols n'ont pas pris position pour l'instant. Ah bon, j'avais cru. Ensuite, on a chambré Léon sur les signatures, les fameuses signatures de maire, sur la thèse selon laquelle Villiers finirait en tête, alors qu'on n'avait plus le temps. Léon a répété que ce serait sans doute repoussé de 6 mois, l'élection, mais que Macron n'irait pas lui-même. Enfin, tout ça pour dire que nous papotions sur ce sujet à l'entrée de ma cuisine en nous servant du vin blanc et du pain à l'ail, quand Gustave est revenu à la charge à propos de Mitterrand et a dit il devait quand même avoir un doute à propos d'une possible restauration monarchique, ce vieux salaud, parce qu'il a flatté la dame roturière, sortie d'on ne savait pas très bien où, qui a piqué tout l'argent du comte de Paris. Je ne sais plus son nom, Fritz. Il lui a donné la Légion d'honneur, à quel titre on ne savait pas, pour service rendu à la nation. Et le service, en l'occurrence, c'était pas seulement de siphonner l'énergie du prince, c'était de pomper son argent. Et là, j'ai dit, Gustave, bravo, pour avoir inversé les verbes, c'est très délicat de ta part. Il a poursuivi très sérieusement, comme si c'était pas le moment de rigoler. On aurait dit à ce moment-là que Mitterrand encourageait cette femme à dépouiller la famille d'Orléans, parce qu'il faut bien savoir que cette dame, dont on ne savait presque rien au départ, et même d'ailleurs à la fin non plus, se promenait toute sa vie avec l'équivalent de 100 000 en liquide pour acheter des voitures à ses gendres, à ses petits-enfants, alors que le comte de Paris, lui, avait 11 enfants à qui il ne donnait jamais rien et qu'il avait explicitement promis de déshériter. Ou alors, va savoir, a dit Gustave, grâce à cette dame, l'argent des rois de France est peut-être allé alimenter des caisses noires du Parti socialiste pendant 14 ans. Mais là, j'ai mauvais esprit, ça fait partie des choses inimaginables chez les socialistes, bien entendu. Et là, il paraissait avoir retrouvé son humour. En tout cas, les rapports de Mitterrand avec les prétendants au trône, du côté Orléans en tout cas, sont très bizarres. Quand le comte de Paris était en exil à Bruxelles vers 1930, avant la guerre, Mitterrand est allé le voir là-bas. Ensuite, il l'a mis à l'honneur, littéralement, pendant toutes les cérémonies sous son règne, avec Jacques Lang, entre deux hip-hop et deux expositions d'art contemporain à la con. Il a essayé de séparer le comte de Paris de la droite de droite pour le coller à la droite de gauche. Il a même favorisé un mouvement royaliste mitterrandien pour le neutraliser. Et là, l'abonné au Monde a dit « Ah, mais tu crois sincèrement que Mitterrand était royaliste ?» Et j'ai dit, il a bien été pétiniste. Et Gustave a conclu, non, non, moi je pense qu'il a délibérément voulu étouffer toute tentation du comte de Paris et de ses enfants de restaurer le trône à la faveur d'un accident de l'histoire. Il a flatté l'orgueil du vieux, il l'a encouragé à dilapider sa fortune historique pour assécher les finances de la famille. Et si Mitterrand a voulu conjurer cette possibilité de restauration, c'est peut-être qu'il savait qu'il y avait des choses dans le secret de Rennes-le-Château qui disaient que justement quoi, a dit l'abonné au Monde, qu'une restauration était possible et même peut-être écrite, va savoir. Et là, Léon a fait son oracle, il a dit, personnellement, je sens que Mitterrand a plutôt voulu faire le voyage comme on va mettre un cierge, mais lui, c'était un cierge noir, ça se passait juste avant l'élection. C'était pile ou face, il a dû adresser une prière au prince de ce monde pour lui promettre de le servir. Ça, c'était bien dans sa manière. Il était très occultiste. Il passait son temps à interroger les secrets des pharaons, à consulter des voyantes. En tout cas, pour la visite à Rennes-le-Château, ça a très bien marché. Comme il était obsédé par l'envers de l'histoire, a dit Gustave, il connaissait certainement toutes les thèses sur Rennes-le-Château, et l'abbé Saunière, tu peux en être certain, ne lui était pas inconnu non plus. L'abonné au Monde ne savait pas, très sincèrement, quelles étaient les fameuses thèses sur cet endroit. Alors on lui a dit, écoute, tu nous embêtes, tu n'as qu'à les lire. Et il a dit, mais oui, je vais les lire sur le ton de quelqu'un qui veut contrôler une théorie complotiste dont il n'a pas encore eu entièrement connaissance. Et on voyait bien d'ailleurs que c'était pour lui une douleur. D'autant qu'il y avait Mitterrand dans le tableau, et Mitterrand, c'était toute sa jeunesse, c'était son Dieu. La plupart des gens comme ça aiment Mitterrand par pur narcissisme, en fait. Et là, au milieu de notre discussion, a déboulé le petit Vladimir, qui n'en a retenu que les derniers mots, et qui nous a dit «
En tout cas, c'est pas sous Mitterrand qu'on aurait assisté à une honte comme la mascarade ukrainienne qui se déroule en ce moment, où l'OTAN, réintégrée par ce salopard de Sarkozy, qui est un fils soldat américain d'ailleurs, essaye à toute force de déclencher une guerre entre l'Ukraine et la Russie, en prétendant qu'elle est déjà en route, cette guerre. On n'a jamais vu ça, c'est dingue, a-t-il dit. C'est je te file un coup de poing parce que tu allais me frapper. Alors l'abonné au Monde s'est énervé contre lui en disant, écoute, on parlait d'autre chose de passionnant et là tu nous remets sur le tapis sans arrêt en Ukraine, il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie. Bon, a dit Vladimir, de toute façon j'ai pas le temps de rester, mais je voulais vous dire que je suis en liaison avec Kiev tous les matins en ce moment par Internet et que même le gouvernement ukrainien répète que cette guerre est une pure invention. Les Russes aussi te disent qu'ils n'ont aucune intention d'y aller, donc le seul but de toute l'affaire, c'est d'inciter sur le terrain les milices excitées à déclencher quelque chose, à se battre, à mettre le pays par terre pour permettre à la fin d'aller planter des bases OTAN sous prétexte de pacification et pour pouvoir vendre du gaz de schiste américain au lieu du gaz russe. Sur ce, les gars, je m'en vais, je voulais juste savoir si Bernard avait vu la maison. Bernard et Suzanne ont répondu, écoute, non, la personne qui avait les clés n'était pas là, mais on va y aller. Bernard et Suzanne penchaient, comme je l'ai dit, pour une autre maison que celle dont ils parlaient, une maison au nord du département, parce qu'il y avait un grand jardin d'1 hectare autour, mais pour en revenir à celle dont parlait Vladimir, aux limites, celle-là de Campagnol, il y avait en effet une propriété à vendre, en dehors des agences, un peu lugubre, un peu mythique, dont la vieille propriétaire était morte 5 ans avant, c'est le notaire qui vendait. C'était une grosse maison de maître, comme on dit, une maison dont Bernard avait souhaité confier aussitôt le diagnostic à Léon parce qu'elle avait abrité un drame, un quadruple meurtre en 1920, un ouvrier agricole qui avait tué ses patrons et leurs filles. Et de là, quand Vladimir nous a quittés, nous avons rebondi sur Rennes-le-Château, parce que Gustave a demandé à Léon si justement il y était allé pour exercer ses talents de devin qui sent les choses, qui diagnostique les bâtiments, pas pour l'amiante, pour vérifier qu'ils sont bien isolés contre les courants d'air venus de l'au-delà. Et Léon a répondu, écoute, je sens tellement bien les choses à propos de Rennes-le-Château que je n'y mettrai jamais les pieds. Déjà, d'après ce que j'ai lu et vu sur Internet, cette histoire me terrifie. Et là, il nous a livré toutes sortes d'intuitions, dont la première était assez frappante. Il a dit la complexité des codes, des énigmes, des chiffrements, de la symbolique, tout est fait dans cette histoire pour égarer les gens. Il y a eu je ne sais combien de faussaires, il y a eu le film Da Vinci Code, qui est aussi proche de la vraie histoire qu'un Walt Disney. À la fin, on se perd complètement dans le détail de tout ça, et c'est entièrement voulu. À coup d'inscriptions grecques par-ci, de tableaux de Nicolas Poussin par-là, d'énigmes soi-disant formulées par Léonard de Vinci, on est complètement perdu. Tu dis c'est voulu, a dit Gustave, c'est voulu pour cacher quoi? Et là, Léon nous a fait un numéro très marrant, il a dit, imagine un type un peu incertain qui décide de changer de sexe à 40 ans et de s'habiller en femme. Ah oui, a dit Gustave, on voit à peu près ce que tu veux dire. On voit même à peu près qui tu veux dire. Ai-je corrigé? Eh bien, a-t-il dit, cette dame va avoir tendance d'abord à en rajouter dans l'illusion, c'est-à-dire devenir hyper féminine, porter des tenues de top modèle toute la journée, même pour acheter des légumes, mais en même temps, elle va toujours laisser traîner des indices, soi-disant par inadvertance, pour désigner la vérité cachée, parce qu'il y a une sorte de perversion dans le jeu de la vérité travestie. Elle va mettre par exemple une monographie sur le chevalier d'Éon sur sa table de salon, elle va collectionner les reproductions de tableaux où on voit des hermaphrodites, etc., etc. Eh bien, Rennes-le-Château, sur le plan moral et religieux, de la part de l'abbé Saunière, c'est un comportement identique. Il y a un thème unique dans toute cette affaire, quand on l'étudie de loin, c'est celui du double négatif, le noir et le blanc indissociables, l'envers et l'endroit, le côté obscur et le côté clair de la force. La topographie est toujours symétrique, inversée. Le double et l'inversion sont à la base de tout le site architectural. Dans la petite église, il paraît qu'il y a 2 Jésus qui se font face, l'un entre les genoux de Saint Joseph, l'autre entre ceux de la Vierge. Il y a toujours des dualités comme ça dans cette histoire. Il y a toujours la présence du diable, de Lucifer, qui est l'inversion du bien, le jumeau noir de Dieu, l'ange déchu, mais un ange déchu qui se venge en devenant
ce qu'il est, c'est-à-dire le prince de ce monde. Et là, Léon a demandé à Gustave s'il avait lu René Girard. Ben oui, évidemment, a dit Gustave, et il a expliqué à Suzanne que René Girard était cet auteur français qui avait expliqué la tragédie de l'histoire à l'aide d'une théorie, celle du sacrifié, du bouc émissaire, sans lequel on ne pouvait pas construire la cité terrestre, Rome ou un empire quelconque, sans rassembler le peuple autour d'un sacrifice fondateur qui envoie un protecteur de la ville en quelque sorte au ciel, pendant que quelqu'un d'autre, son jumeau incarné, bâtit ici-bas, la cité promise. Rémus est tué par Romulus qui fonde Rome, Caïn tue Abel, et a dit Léon en intervenant, en prenant le relais, et le Christ est sacrifié en étant envoyé au royaume des esprits, et il veille sur nous de là-haut, pendant que, nous a-t-il dit, nous présenter une sorte de devinette, eh bien, pendant que son double négatif terrestre, terre à terre, fonde la cité humaine en pactisant avec les forces de ce monde. Et là, tu vois l'histoire de Rennes-le-Château d'un autre œil, tu comprends comment s'emboîtent le réel et la légende. Des femmes rescapées de l'Évangile, dont la Vierge Marie accoste aux Saintes Maries de la Mer, en France, échappent aux Romains en remontant vers la région de Carcassonne. Dans le bateau, il y avait, l'histoire ne dit pas exactement qui, mais peut-être un frère jumeau du Christ, un fils éventuellement de Jésus, mais peu importe. Ce qui importe, c'est que le double terrestre, frère, fils ou cousin du sacrifié céleste, celui qui fonde la cité, celui qui a partie liée avec l'envers, le côté sombre, le diable, le prince de ce monde, soit là, soit produit, soit présent. Et donc, a dit Gustave, quelle est la conclusion? Et donc l'abbé Saunière, ce modeste curé de campagne, rappelons-le, est incité, il y a un peu plus d'un siècle, par la veuve du dernier prétendant au trône de France, le comte de Chambord, à rénover son église. Elle lui donne des sous pour le faire, elle lui donne même pas mal d'argent, ce qui est déjà bizarre. Il le fait, il trouve quelque chose sous la dalle, ensuite il dépense sans compter, et depuis, les gens ne pensent qu'à cette fortune. Ils confondent l'histoire de l'abbé Saunière avec une histoire idiote de gagnant du loto, mais ils oublient l'essentiel. C'est qu'il sème son église et tout ce qu'il a fait construire autour d'explications métaphysiques énigmatiques sur le secret qu'il a découvert. Il multiplie les pistes pour te dire, sans le dire, ce qu'il a découvert. Et ce qu'il a découvert, c'est que l'histoire de tout le continent est ensemencée par un pacte terrestre avec ce qu'on pourrait appeler le diable, l'envers, le yin, que personnifiait le jumeau, le descendant ou le parent du Christ qui a survécu, le Caïn, le Romulus, qui est à l'origine d'une partie des dynasties régnantes en Europe. Un pacte qui s'achève par les dévotions de François Mitterrand un jour de mars 81. Et là, on est à fond dans le tableau de l'occultisme. Il faut dire que, à rappeler Gustave, dans cette petite église, c'est un diable énorme, haut comme ça, qui porte le bénitier. En tout cas, a dit Gustave, qui connaissait vraiment l'histoire des lieux, lui, par cœur, c'est, comme dit Léon, un pacte avec les forces terrestres qui traversent l'histoire. L'empereur d'Autriche, à la fin du 19e, a envoyé des gens à Rennes-le-Château, assez nombreux, à chercher des documents. Il y a eu des tas d'écrivains qui sont allés voir aussi. À Paris, le curé Saunière a été reçu par les plus grands. Il y a aussi un lien dans l'histoire avec les Templiers, dans la légende en tout cas avec les Templiers, et partout il y a des allusions à la franc-maçonnerie dans l'illustration. Les symboles pullulent dans tous les coins de l'église, et puis le clou, le véritable clou, c'est que les quelques familles dont la noblesse remonte à l'an 1000 dans le coin ont une étoile juive dans leur blason, qui semble en effet désigner un peuplement très ancien venu de Palestine dans les temps évangéliques. Et puis, il y a aussi l'histoire des 3 curés voisins de Saunière qui ont été assassinés. Enfin, on sent bien qu'il y a là un secret qui peut bouleverser l'histoire. Et paf, ça nous ramène au temps troublé que nous vivons. L'Europe a visiblement besoin de se souvenir qu'elle est une famille culturelle fondée sur un mélange équilibré entre yin et yang. Nous sommes tous les descendants de Romulus et Rémus, mais nous avons oublié Rémus. Nous aurions besoin du secours du bouc émissaire qui est notre correspondant dans l'autre monde. Alors c'est comme ça que je vois le message. Le christianisme, c'est l'autre face de notre histoire, mais nous avons perdu le contact. Et Léon a dit, écoute, j'ai presque rien à ajouter. On dirait un discours de mystique chrétien. Mon cher Gustave, compliment. Sauf que tu ne dis pas l'essentiel, par pudeur sans doute. À Rennes-le-Château, le secret est probablement très simple à résumer, en dépit de tout le fatras symbolique. On est en présence
d'un rameau terrestre de l'histoire évangélique, un rameau qui a pris racine en Europe. Marie-Madeleine, la Vierge, un fils, un frère, ou mieux un jumeau du Christ, son double noir, son envers, inspire la fondation du continent chrétien, et le continent prospère en s'appuyant sur le sacrifice fondateur du Christ. Le christianisme est un culte que l'on rend au sacrifié. Il est rendu sacré, étymologiquement, et grâce à qui la cité terrestre est prospère, sauf que là, a dit Léon, très sérieusement cette fois, il y a longtemps que les forces qui obéissent au prince de ce monde ont oublié de rendre hommage au bouc émissaire christique. Fini le message en faveur des sacrifiés. Même le pape, désormais, te dit que tu seras chassé de la cité si t'as pas reçu tes 3 fléchettes dans l'épaule. Et dans l'histoire d'Ukraine, a dit Léon, alors c'est dommage que Vladimir ne soit plus là, je vois aussi un désir d'effacer l'Ukraine européenne, chrétienne, alors qu'elle a toujours été les deux. Elle s'est mélangée au mariage dynastique européen pratiquement depuis Saint-Louis. Elle témoigne que la Russie est bien plus proche de l'Europe qu'on ne le dit, et c'est cette troisième voie géostratégique, cette solidarité européenne au nom de l'esprit, au nom de la conscience, que l'OTAN ne veut pas. L'OTAN n'a pas d'âme, l'ONU non plus. On voit bien en ce moment ce qui se passe. Apparemment, ils ont fait débarquer des soldats noirs sans étiquette au Canada. Ces troupes internationales, là, sont le bras aveugle de Lucifer. Quand tu vois ces policiers dans les rues qui essaient de défendre l'ordre sanitaire obligatoire partout, en Australie, au Canada, en Autriche et en France, ils ressemblent à des démons en carapace noire. Ils n'ont ni matricule ni visage. Mais ils ne vont pas gagner, a dit Léon. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je prends les prophéties de l'histoire, évidemment, pour ce qu'elles valent. Il ne faut pas tout croire à la lettre, mais il y a une moitié, si ce n'est pas les 3/4 de vrai dans cette histoire, et le retour du versant oublié de l'aventure européenne, du versant christique, est imminent, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit. On va comprendre très vite que les forces du fameux contrôle social numérique, de l'identité vérifiée jour et nuit, c'est la machine terrestre devenue folle. C'est cette machine terrestre que les dictateurs et ceux qui veulent exercer le pouvoir viennent sans arrêt interroger, notamment à Rennes-le-Château. C'est un lieu où l'on comprend que c'est Caïn qui fonde les empires, qui sombre dans l'ivresse de l'argent et de la puissance. Mais on comprend aussi qu'il doit affronter la conscience éternelle. L'œil d'Abel, comme dit Victor Hugo dans l'un de ses poèmes, qui est dans la tombe et qui regarde Caïn. Et l'œil dans la tombe, pour ce qui nous concerne, c'est la morale chrétienne européenne qui est faite pour retrouver le chemin du cœur des foules, pour les sauver avant qu'elles ne s'abandonnent définitivement aux démons. Mais quel démon, a dit l'abonné au monde, arrête avec ça, c'est pénible. Aux démons, a continué Léon, de la technologie, du contrôle d'autrui dès la naissance, du productivisme, du collectivisme. Ils ont cru pouvoir fonder la cité terrestre sans plus de référence à la transcendance. Eh bien, les forces du bien vont débouler, investies d'une puissance céleste, cette fois absolument impossible à vaincre. Gustave a dit pourtant, en ce moment, les apparences sont un peu contre nous. On a l'impression que la rédemption n'est pas pour demain et que le combat est perdu d'avance. N'oublie pas, a dit Léon, ce que je vous ai dit, c'est que la nature doit se venger de ceux qui nous oppressent, comme dans la Bible. L'abonné au monde a dit... En tout cas, ça m'étonnerait que Mitterrand soit venu chercher des élucubrations pareilles à Rennes-le-Château. Si tu veux mon avis, a dit Léon, il est venu chercher l'intuition qu'il pouvait y aller, qu'il était adoubé par le côté obscur de la force. En gros, il est venu vendre son âme à Darth Vader, qui lui a dit « D'accord, je te donne 14 ans ». Mais avec une épée dans le dos. Et en fait, de fait, il est tombé malade juste à l'arrivée au pouvoir. C'était ça, sa punition. C'était une maladie de la conscience. En tout cas, la France a sombré à tous égards sous son règne dans une sorte de matérialisme rampant, sans aucune référence à la morale, à part peut-être l'abbé Pierre, à condition qu'il ne dise pas la messe, et Coluche, à condition qu'il ne fasse pas de politique. Avec les présidents qui ont suivi, a dit Léon, on a encore, comme vous le savez, creusé la tombe de la France. Mais, a répété Léon, la résurrection est proche, je vous l'annonce, et ce que vous me dites sur les royalistes qui commencent à frémir quand on parle de Villiers-Zemmour est quand même très amusant. Et ça recoupe un truc dont va vous parler Bernard. Il a rencontré, figurez-vous,
l'un des nombreux descendants de Louis XVII en cherchant une maison à 80 km d'ici. Eh bien non, en effet, nous a expliqué que tout est venu d'une personne de l'agence immobilière qui avait de la famille dans le patelin et qui souffrait d'un zona. Donc lui et Suzanne sont allés d'abord visiter la maison, qui leur a plu. Ensuite, ils sont allés dans le village où une dame souffrait le martyre. Et Bernard est parvenu à l'apaiser, il a refusé tout paiement, et comme on parlait de tout ça, tous ces mystères de la médecine parallèle et des choses cachées en général, la conversation est venue sur un cousin de cette famille qui descendait de Louis XVII et qui était restaurateur. Il venait de prendre sa retraite. Et le type qui racontait l'histoire leur a dit « il ressemble à Louis XVI comme deux gouttes d'eau ». Bernard a dit, c'est quand même un peu mince comme preuve, est-ce qu'il y a eu des analyses ADN? Je ne sais pas, mais le type est connu, il y a eu tout un battage de presse dans les années 70 autour de lui, des émissions de télé et tout ça. En fait, apparemment, ce serait une des employées à la prison du Temple, qui était originaire de la région, qui s'est arrangée pour l'exfiltrer vers Rhodes. On appelle ça la piste auvergnate. Ah oui, j'ai vaguement entendu parler, a dit Gustave. En tout cas, moi, je préfère aller voir ça que Rennes-le-Château, que je connais très bien. Et Léon a dit, ça collerait, en tout cas, avec le fait que le sauveur de la France doit être issu, à la fois, d'après les textes, de ses princes et de son peuple. Et Gustave, emballé, a dit, oui, parce que les prétendants au trône, en cas de restauration jusqu'ici, sont d'affreux banquiers ou des affairistes internationaux compromis avec le système marchand jusqu'au trognon. Ce serait quand même pas mal que le sang royal ait transité par le peuple, dont il est en ce moment très éloigné. Bernard a essayé de nous expliquer que le sosie de Louis XVI avait aussi une pièce d'or, paraît-il, rarissime, qu'il la détenait, laquelle était pour les spécialistes une preuve irréfutable de son origine, et puis qu'il portait aussi une tache cutanée qui attestait sa filiation. On a parlé d'ADN, on a dit que c'était une histoire qui n'amusait plus la presse de toute façon depuis Mitterrand, pour des raisons énoncées plus haut, mais que dans certains rassemblements dynastiques au nord de l'Europe, pour des raisons curieuses, mystérieuses, le type en question, le sosie de Louis XVI, était invité comme par acquis de conscience. Gustave a répété, écoute, ça m'intéresse de plus en plus, et il m'a demandé si je l'accompagnerais là-haut pour aller le voir. J'ai dit, mais oui, bien entendu. Et il a demandé à Léon, et toi, tu viendrais? Et Léon lui a répondu, écoute, je ne sais pas, je verrai, mais ce que je vois déjà, c'est que depuis hier que Bernard m'en a parlé, les morts s'agitent un peu dans mon imagination, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gratte. Allons bon, a dit l'abonné au monde, voilà les morts qui se mettent à gratter maintenant. Alors l'abonné au monde était quand même très mal placé pour aller trop loin, très loin dans l'ironie à ce sujet, car un jour Léon l'avait terrassé littéralement en lui racontant des choses relatives aux morts de sa propre famille que Léon ne pouvait pas connaître. Et là, pour expliquer ce qu'il sentait à propos de l'histoire de France, Léon a dit « N'oubliez pas que le temps est une tapisserie déjà tissée entièrement, un rouleau déjà imprimé. » Et moi, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, je devine ce que contient le rouleau. Et donc, a demandé Gustave, la descendance Bourbon, là, elle retrouve le chemin du pouvoir, c'est ça qu'il contient, le rouleau? Déjà, a dit Léon, le hasard qui fait que Bernard ait croisé un type qui prétend faire partie de cette descendance et qu'il me le raconte, c'est assez énorme. J'en ai entendu parler, a dit Bernard, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Hein. Peu importe, c'est comme si on avait poussé vers toi ce personnage, ou le contraire, et donc vers moi. C'est ça, moi, que je ressens, a dit Léon. Je sens que les morts grattent à ma porte. Ils ne veulent pas que j'aille à Rennes-le-Château, mais ils ont l'air assez d'accord pour que j'aille voir votre type qui ressemble à Louis XVI. Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose là-dessous, a dit Gustave. Et Léon a répondu, écoute, un roi martyr est forcément déjà du côté christique de l'histoire dont je vous parlais. Il est de plein pied avec tous les boucs émissaires qu'on a envoyés dans l'au-delà, qu'on a sacrifiés pour ancrer dans le ciel la cité terrestre. Mais malheureusement, l'encre s'est décrochée depuis la révolution industrielle. Darth Vador est devenu complètement cinglé avec ses soldats noirs, avec sa planète de la mort hyper technologique et sa surveillance électronique et ses injections obligatoire. En ce moment, Bill Gates dit que malheureusement, le virus n'était pas assez fort pour justifier qu'on continue. Donc, il est réellement tombé sur la tête. Donc, dans ce contexte, tout ce qui rétablit le lien, a dit Léon, avec le royaume céleste est le bienvenu dans l'histoire des hommes. Or, le christianisme est littéralement haï dans tous les pays à régime orwellien en ce moment, de l'Asie notamment, et c'est pas pour rien. Il est tellement haï qu'ils sont arrivés à pervertir le pape lui-même, afin qu'il nous dise d'obéir au prince de ce monde.
Ils viennent nous dire, ça va bien se passer. Ce sont les mots des tortionnaires, ça. Donc il faut que ça cesse, et ça va cesser. Gustave a dit, bah écoute, ça n'en prend pas le chemin, leurs forces sont très organisées, et si vraiment ils sont capables de déplacer 15 avions de troupes multinationales pour tuer toute opposition dans un pays donné, on n'est pas sorti d'affaire. C'est là, a dit Léon, que la providence intervient, ou la nature, ou les deux, ou l'antéchrist Elon Musk, dont je vous ai parlé. Alors lui, il a parfaitement trouvé son créneau. Il est richissime, il fait des prodiges technologiques, il considère les Trudeau et les Macron et les Biden comme des êtres inférieurs, primaires, à faire balayer par l'histoire, et il a compris que les foules avaient un besoin terrible d'être soulagées, aimées, rassurées, mais il représente en vérité la dernière ruse du diable, comme il est d'ailleurs écrit partout dans les textes, qui va se déguiser en agneau, mais qui n'a aucune encre céleste non plus. Bon, et je dis en guise de conclusion, alors il était temps, on va quand même aller voir ton arrière petit-fils de Louis XVII. Cette semaine, si tu veux, bah, il faut encore qu'il veuille. On m'a dit Bernard qu'il en a marre, qu'on se moque de lui à ce sujet et qu'il est difficile à approcher. L'abonné au Monde a essayé de dire qu'au temps de l'ADN, cette question a forcément été réglée depuis longtemps et que ça ne sert à rien. Gustave a répondu que justement non. Il y avait un Bourbon issu de Nondorf, un des prétendants à la descendance de Louis XVII, aux Pays-Bas, qui semblait se rapprocher du tronc génétique en question. Le prélèvement initial a eu lieu sur le corps de l'enfant du Temple et des cheveux. Eh bien, les résultats n'excluent pas complètement la filiation. L'analyse date de 15 ans à peine, mais c'est, nous a-t-il dit, comme tout comité scientifique, tant qu'on ne fait pas des analyses croisées par 3 labos différents, indépendants et vraiment vérifiés, on peut faire dire n'importe quoi. Là, on t'a dit, 2 scientifiques ont décrété, alors lesquels, leur nom, on ne connaît pas, où est la contre-étude, on ne sait pas non plus. Gustave a dit, en plus, il faut arrêter d'être obsédé par l'ADN de Louis XVII. Des Bourbons, il y en a un paquet dans la nature, probablement pas seulement en Espagne. Il y a sans doute une descendance entière d'un bâtard quelconque, quelque part, en France, qui a tous les papiers et qui a l'ADN aussi. Et Léon a dit, qui continuait son idée, si je viens avec vous, ce monsieur comprendra de toute façon tout de suite qu'on n'est pas là pour se moquer de lui. Et entre parenthèses, et c'est moi qui parle, comme il est censé voir cette vidéo, cette semaine, ça l'aidera à mesurer notre respect à tous et à consentir à notre visite. Je vous tiens au courant, hein, si on y va, ça a été un peu long, mais si l'Apocalypse et l'avènement du grand monarque ne méritent pas un numéro un peu plus long de Campagnol, on se demande qui en sera digne. À bientôt, merci.